David Layani, bienvenue. Vous êtes déjà dans la renaissance de la renaissance. Entrepreneur, vous mariez le numérique et l'intelligence artificielle avec les administrations, les gares, les banques, les écoles, les entreprises grandes et petites pour les rendre plus modernes, plus sociales, plus efficaces. Il y a 20 ans, d'après ce que j'ai lu, vous partiez de rien. Aujourd'hui, vous êtes en route pour le milliard et plus de chiffre d'affaires. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est l'œil du visionnaire. David Layani, merci d'être avec nous. Vous êtes un acteur économique, j'ai envie de dire dynamique et en même temps vigilant. Bruno Le Maire disait tout à l'heure, l'économie française repart fort. Est-ce que c'est le vœu d'un optimisme ou est-ce que c'est vrai? Je crois que c'est vrai, très vite. Pourquoi? Parce que la reprise, le redémarrage, l'économie, elle va reposer sur 3 piliers. La confiance, l'envie et les moyens financiers. La confiance, c'est quoi? C'est les vaccins. 700 000 encore hier. L'envie, il suffit d'aller arborer les rues des différentes villes de France pour se rendre compte que les terrasses sont pleines, que les sourires sont revenus pour ceux qui consomment et aussi pour ceux qui servent, qui ont retrouvé de l'intérêt et du sens. Et le troisième élément sont les moyens financiers. On n'a jamais eu autant d'argent pour protéger et pour réinvestir. Alors attention. Attendez, quand vous dites beaucoup d'argent, on peut rappeler qu'il y a 142 milliards d'épargne supplémentaire plus, oui, sur le compte des 200 Français milliards par et an. 138 milliards de prêts garantis par l'État qui ont été déployés dans les entreprises. Mais attention, ça veut dire que, aussi tragique soit le bilan de la crise, et on a 3 600 000 personnes qui sont mortes, il faut le rappeler. La crise, elle nous a amenés ailleurs. Elle nous a permis de prendre conscience. Elle nous a permis de prendre conscience, elle nous a donné des moyens. Elle nous a permis de prendre conscience que le monde avait changé. Et elle nous a donné des moyens pour protéger les personnes. Ça, on l'a vu pendant la crise elle-même. C'est que pendant la crise. Parce qu'on n'allait pas si bien, malgré qu'on commençait à se redresser avant la crise. Et donc la crise, elle nous a donné des nouveaux moyens. Mais attention, parce que les entreprises s'en sont sorties, les personnes ont été protégées, mais on a un État qui s'est endetté. Tout cet argent, c'est un remboursement sur 7 ans à des taux très faibles. Et donc, il va falloir faire de la croissance pour le rembourser. C'est pareil pour les entreprises. Elles ont fait même un bénéfice supérieur en perdant une grande partie de leur chiffre d'affaires. Par contre, elles ont 5 ans pour rembourser cet argent. Et vous savez, comme dirait l'autre, Warren Buffett, quand la marée se retire, on voit ceux qui nageaient sans maillot de bain. Donc, notre kit tout double, il est à 7 ans. Mais il commence maintenant. C'est maintenant. Est-ce que l'État a bien joué? Parce qu'il dit c'est endetté. Est-ce que pendant la crise, il a joué son rôle? Bien joué. On a protégé les personnes. Sont des libéraux, mais ils ont été partout. Mais attendez, on a protégé les personnes comme jamais. Je rappelle qu'il y a eu près de 10 millions de personnes au chômage partiel. C'est presque la moitié des emplois. Il n'y a pas de mesure qui soit plus sociale et qui permette aux entreprises de repartir après. Mais est-ce que vous reconnaissez... Les entreprises, avec les fonds de solidarité et les prêts garantis par l'État, elles ont pu tenir debout. Mais attention, elles sont endettées maintenant. Donc il va falloir qu'elles investissent au bon endroit, au bon moment, et qu'elles puissent faire de la croissance. Je reprends. C'est au bon endroit, c'est quoi? Et le bon moment, c'est quand? Le bon endroit, qu'est-ce qu'elle nous a dit, la crise? C'est un fait. Il y en a qui disent on a gagné 10 ans, puis les déclinistes disent on a perdu 10 ans. Mais on est 10 ans après sur le digital. Qu'est-ce qui nous a permis de fonctionner? Qu'est-ce qui vous a permis de travailler? Qu'est-ce qui nous a permis de nous soigner? Qu'est-ce qui nous a permis de rester en contact les uns avec les autres? Le numérique. C'est bien le digital. Et la peur a changé de camp. C'est-à-dire que ceux qui avaient peur, vous savez ce que c'est que le cloud? Ce grand nuage où on met toutes les infrastructures, les services aux entreprises, toutes les applications instantanées que vous utilisez tous les jours pour la plupart d'entre vous sur votre smartphone. Elles ont permis à tout le monde de continuer à vivre malgré les difficultés de la crise et le confinement et de continuer à faire vivre son activité. Mais la crise, elle a révélé. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui ne sont pas digitales. Oui, ceux qui ont cru que l'on allait continuer avec le statu quo. Parce qu'on a donné des outils sécurisés à ceux qui pourraient continuer à travailler à travers ce fameux cloud. Et maintenant, quand je dis la peur a changé de camp, c'est que dans les entreprises, ceux qui n'ont pas aujourd'hui une partie de leur activité ou de leur business dans le cloud ont peur. Oui. Donc ça va aller très très vite. Alors, donc il faut investir à fond. Il va y avoir on va voir sur quoi il faut investir, mais il va y avoir des emplois perdus aussi, des faillites, des emplois perdus. Alors, je vais vous dire, vous savez, je crois qu'il a échappé à personne qu'on allait mieux après une crise. Enfin, personne n'a imaginé, qu'on pourrait aller mieux après la crise. C'est-à-dire que les plus faibles allaient devenir très forts et que les forts allaient devenir faibles. Donc, évidemment,
qu'il va y avoir des difficultés, mais pour ceux qui en avaient déjà avant. C'est-à-dire que ça va un peu plus vite. Ceux qui avaient du potentiel vont pouvoir le transformer plus vite, et ceux qui avaient des problèmes vont disparaître un peu plus vite. Donc oui, et il va falloir être audacieux, il va falloir être courageux, c'est-à-dire accepter de sacrifier ce qui ne va pas, ne pas préserver les emplois à tout prix. Donc dans l'intérêt de tous, il faut couper ce qui ne marche pas. Il faut couper ce qui ne marche pas. Il faut protéger les personnes comme on l'a fait dans l'automobile. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, attendez, pour préserver les emplois, on va faire que du diesel pendant les 20 prochaines années et obérer nos capacités d'investissement, c'est-à-dire à mettre de l'argent sur la table, sur l'hydrogène, sur l'électrique. Ou alors on peut se dire, ce qui ne va pas, j'arrête. Par contre, il faut venir au soutien des personnes et leur tendre la main. Il faut continuer. On pleure pas sur les pertes d'emploi, mais on s'intéresse aux personnes. Il faut accepter l'idée de sécuriser et de protéger ceux qui sont plus en difficulté, de leur donner un maximum de formation pour leur donner les outils à être employables demain et mettre le paquet sur ce qui va créer des emplois d'avenir. Alors, pendant cette crise, et depuis, ce qui est frappant, me semble-t-il, c'est l'émergence et la croissance de start-up françaises qui deviennent des grands. Et il y a les licornes, celles qui dépassent en valeur le milliard. Et est-ce qu'il y en a suffisamment en France ? On a transformé tout notre potentiel. C'est-à-dire qu'on a eu 6 licornes de plus pendant l'année 2020. 6. Des entreprises donc qui valent plus d'1 milliard. Et donc on en a 14 maintenant. C'est loin des Anglais qui en ont 37. Je ne vous parle pas des Américains, des Chinois et des fameux gros titans qui pèsent plus de 10 milliards. Mais c'est encourageant. Il y a eu plus de 5 milliards de dollars investis dans les start-up, donc les petites entreprises donc, il faut les encourager, les françaises. Start-up. Vous rappelez ce que sont les licornes ? Je l'ai peut-être dit trop vite. Oui, des entreprises qui valent plus d'1 milliard d'euros. Et donc vous avez 2 belles entreprises, enfin 6 de plus cette année, dont 2 avec lesquelles nous sommes partenaires. Malgré la crise. Mais si je parle de votre expérience ou de votre exemple, vous avez commencé, j'ai lu, à 22 ans. Est-ce que vous sortiez d'HEC, de l'ENA, de Polytechnique ? Si vous me posez cette question, c'est que vous le savez. J'avais le bagage léger, le cœur rempli de convictions, et puis j'avais envie de changer le monde. J'avais envie de faire bouger les choses, j'avais envie de me réaliser. Qu'est-ce qui vous a fait évoluer ? On n'avait rien. Mais mes parents, ils m'apprenaient qu'il fallait se lever tôt, qu'il fallait travailler dur, et qu'il fallait admirer ceux qui réussissent. Et qu'il fallait tendre la main à ceux qui avaient des difficultés. C'est comme vous ça êtes que resté comme ça ? Tendre la main à ceux qui ont des difficultés ? Mais aujourd'hui, c'est mon principal moteur. Quand on a des entreprises, et vous parliez des valorisations à plus d'1 milliard d'euros, pour continuer tous les jours à se lever et avoir envie de faire bouger les choses, vous savez bien que c'est plus une histoire d'argent. C'est parce qu'on a envie de faire la promotion de la réussite, on a envie d'apporter des outils, des solutions, là où on exerce, on a envie de contribuer à la transition écologique par mais aujourd'hui, l'expertise et vous avez numérique. Un réseau international, 2500 salariés, un chiffre d'affaires en route vers le milliard, vous serez peut-être devenu vous aussi une licorne, et puis un appétit féroce, une volonté de réussir, etc. Ça veut dire aujourd'hui que le succès ne dépend pas des diplômes. Écoutez, en ce qui me concerne, ça peut faire exception. Moi, je ne vous dirais pas, attendez, on n'a pas besoin de diplôme, etc. Moi aussi, j'y arrive tous les jours parce que j'ai 2500 collègues, dont la plupart sont très bien diplômés choisi. Et qui nous apportent aussi leur connaissance, le cadre, leur structure et tout ce qu'ils ont pu apprendre. C'est la victoire des autodidactes. C'est pas exclusif. Je ne parlerai pas de victoire parce que c'est pas les uns contre les autres. C'est tous ensemble qu'on peut y arriver. Oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut ostraciser et exclure personne. Et qu'on peut réussir avec tout le monde, avec, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'envie. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne peuvent pas suivre ? Est-ce qu'on ne va pas créer... Enfin, on verra tout à l'heure, il y a des risques. Le conflit entre les générations. Le lien entre les générations. On a besoin des plus anciens. Ça y est, il y a 4 ans, j'ai embauché un directeur financier. Ça y est, quel âge il a, M. El-Kabash ? Il va bientôt vous rejoindre. Il a bientôt 70 ans. Il avait 66 ans quand il est venu. Il nous a apporté son savoir, son expérience, ses connaissances. C'est indispensable de ne pas opposer et de lier les générations. Si on y arrive. Mais alors, tout à l'heure, vous avez dit tout ce qui est en train de se transformer. On a vu le télétravail. On va prendre cet exemple. C'est désormais un phénomène qui est constant. Mais est-ce qu'il peut rester tel qu'il est, le télétravail ? Non, parce que je ne crois pas à l'entreprise Zoom ou à l'entreprise zombie. Je crois que ça a été extrêmement utile parce qu'on a rattrapé des années. On n'était pas les premiers de la classe en matière de télétravail. Il y avait des pays bien plus avancés que nous, comme la Finlande. Et la crise du jour au lendemain, elle a basculé plus d'un tiers des emplois en télétravail, du jour au lendemain, de façon assez brutale. Et là, arrive le 9 juin, tout le monde a envie de revenir
dans l'entreprise. Tout le monde a envie de recroiser le regard de ses collègues, de se construire avec le regard de ses collègues, d'avoir de nouvelles interactions. Le télétravail, donc il va y avoir un retour massif, nonobstant les quelques règles qui ont été posées par le gouvernement pour maintenir encore un équilibre. Mais il faut trouver une réalité durable, parce qu'on y a appris des choses, on a gagné des choses. Et on sait aussi ce qui nous manquait tous les jours. Donc il faut absolument que chaque entreprise, service par service, et presque personne par personne, de façon personnalisée, trouve sa réalité durable. Et moi, la réalité durable telle que je l'entends, c'est plus de travail à la maison, proche des siens, quand on peut le faire, bien sûr, des disparités selon ses convictions, mais plus de télétravail, et en même temps plus de mobilité. Parce qu'on a beaucoup souffert du manque de mobilité sur le territoire. Et voilà un bon moyen de décentraliser une partie de l'activité, une partie des savoir-faire en dehors des grandes métropoles. Vous savez que pendant longtemps, c'est la production qui est partie un peu loin. Maintenant, c'est ceux qui travaillent, qui veulent aller dans des régions, dans des endroits où il fait meilleur de vivre, où ça coûte un peu moins cher, où on peut être un peu plus au calme. Donc, et ça, c'est ce qu'on propose la moitié du temps. Et il va falloir avoir une chaise confortable, probablement un ou deux écrans, un casque, une connexion, pour avoir les meilleures conditions et que ce sera approprié. Ça doit se discuter, évidemment. Ça doit être l'entreprise. Et il faut trouver des accords entreprise par entreprise pour traiter de cette évolution. Et en même temps, de l'autre côté, il faut que les gens puissent plus se déplacer. Donc, il faut réinventer le bureau. C'est précisément ce que nous faisons, parce qu'on réinvestit 4 000 m² supplémentaires à Paris, 30 000 m² à Bordeaux, avec des logements, une école, 20 000 m² de bureaux de nouvelle génération pour les salariés. Parce que je veux qu'on crée des centres d'excellence. Et d'ailleurs, nous avons créé un avec une banque formidable qui s'appelle Arkea, qui est très ancrée dans les territoires et dans la transition écologique, pour pouvoir offrir un logement, une super formation et un job. Vous voyez, par exemple, on va répondre à un concours à Aix-en-Provence, sur un lieu exceptionnel. On n'a pas encore développé le marché local, quelques contrats par-ci par-là. Mais on va partir de la région, qui est la région préférée des jeunes diplômés, dans un endroit où il fait super bon de vivre, pour développer notre attractivité, avoir les meilleurs, des logements, de l'exposition culturelle. Quand vous parlez de mobilité, l'économiste Jean Pisani-Ferry dit « Le télétravail épargne chaque mois 100 millions d'heures de transport ». C'est extraordinaire ce que ça veut dire. Donc, mais vous dites que il a un coût écologique en matière d'infrastructure, et c'est précisément ce que nous essayons de faire dans notre entreprise avec nos clients. C'est toujours avoir une technologie au bénéfice de l'homme et de l'environnement. Donc il faut faire ces calculs, il faut tout prendre en compte. Mais bien sûr, il y a des gains écologiques, il y a des gains de productivité, mais attention. Alors, attention, l'interaction sociale et humaine, le regard de l'autre, oui, parce que, vous savez, j'en ai un peu marre d'être entre les transhumanistes qui nous vendent du mirage et les déclinistes qui voudraient que tout s'arrête. Alors, ce qui s'est passé pendant le week-end, à Londres, le G7 des finances vient de décider, après 8 ans de querelle, une taxe mondiale d'au moins 15% sur les plus multinationales, les GAFAM, etc., qui se goinfrent sur le dos des pays à basse fiscalité. On nous promet la fin du dumping fiscal. Ça va profiter à qui? Aux Européens, aux Français, à nous, à qui? Mais déjà, c'est une question de bon sens. C'est bien de payer ces impôts là où on gagne de l'argent. Ça a profité à ceux qui misent sur leur vraie compétitivité, c'est-à-dire sur leurs ressources naturelles, sur les femmes et les hommes des pays concernés, sur les formations, sur la qualité des infrastructures, sur leur climat et tout ce que vous voulez, et pas sur un régime fiscal qui soit nul. Et tout ça, attention, parce que je ne voudrais pas derrière ça qu'on tire à boulet rouge sur les GAFAM, ceux qui profiteraient, etc. Non, parce qu'il y a toute une génération de patrons, dont je suis, qui militent pour que l'impôt soit juste et équilibré, qu'on passe même à l'étape d'après, c'est-à-dire une harmonisation sociale et une harmonisation écologique, pour que la compétitivité, ce soit l'offre, les compétences, le produit, la rapidité d'exécution. Et ça, c'est pas mal quand même, les 15%. C'est une bonne chose. Le communiqué dit au moins 15%, donc ça peut augmenter, mais il faut le faire accepter. Ça devra augmenter pour que ce soit efficace, mais on a surtout un sujet européen d'ailleurs, parce que quand on parle d'harmonie fiscale et qu'on parle de la différenciation de ces taux d'imposition, il faudrait d'abord regarder du côté de l'Irlande, de Malte et même de la Hollande. Mais notre sujet, c'est de faire des géants du numérique. Parce qu'on est toute la journée en train de tirer sur ceux qui ont créé la valeur, éventuellement ceux qui copient, vous suivrez mon regard,
Et on veut s'ériger en grand régulateur, en grand accompagnateur, en grand dénonciateur. Donc c'est bien de réguler, mais si on pouvait réguler nos propres innovations et mettre surtout tous les moyens pour essayer de faire des géants européens, ce serait encore mais l'accord est bon ou pas bon? L'accord est bon? Et l'accord, d'abord vous parlez d'un accord. Oui. Il y a un communiqué de presse. Vous voulez dire, bon, vous avez raison parce que... Il sera applicable dans 2-3 ans. Cela dit, c'est assez dur parfois de se mettre d'accord avec 4 copains sur une situation où vous imaginez les 7 puissances. Donc franchement, il faut le saluer. Mais je crois que ça va prendre du temps pour mettre 140 pays d'accord. On va le voir dès juillet, parce qu'il y a le G20 à Venise. Après, c'est 16-17 mois d'épidémie, de confinement mondial et de couvre-feu. Quels enseignements vous tirez? On va aller vite. Et quels sont les outils du futur sur lesquels il faut insister? Je vous l'ai dit, et d'ailleurs c'est notre métier. C'est que depuis 20 ans, le monde s'est complètement transformé avec ça. Hein. Oui, mais ça c'est à la fois tout et peut-être aussi le danger. Et c'est du cloud. Tout le monde attend des administrations, des entreprises, qu'elles puissent répondre exactement aux mêmes services que ceux qui sont dénoncés par une grande partie de ceux que vous avez entendus ces derniers jours, c'est-à-dire les GAFAM. C'est-à-dire que tout le monde veut dans la relation avec son administration, et d'ailleurs vous pouvez le saluer quand vous regardez les tous anti-Covid, etc. Ce qui s'est fait a été quand même remarquable. On a eu des services extrêmement rapides et efficaces malgré toutes les critiques. Et donc tout le monde aspire à avoir une relation avec son administration ou avec les entreprises avec lesquelles on travaille aussi simple que ça. Non, mais qu'est-ce que vous dites? Il faut la formation continue. Il faut investir à fond sur la formation, parce que pour répondre à ces enjeux digitaux associés à la transition écologique, il faut plus d'humains, et des humains donc mieux formés, tant sur les technologies et les techniques que sur les humanités, parce que c'est un des enseignements de la crise. C'est que le digital, c'est devenu un bien précieux qui est vital, mais qui ne remplacera jamais l'humain, qu'il est à son service. Et les relations humaines, elles nous ont suffisamment manqué pour qu'on puisse le rappeler et mettre le paquet sur la formation et permettre aux uns et aux autres de mieux interagir dans la société à l'extérieur, parce qu'il faut faire, et je le redis, attention à l'isolement, à la désocialisation, à l'addiction, au risque de cybersécurité. C'est pour ça qu'il faut bien marcher sur les deux jambes. On peut dire que l'homme a toujours su inventer ce qui le sauve, le protège, et dans certains cas le grandit. D'ailleurs, vous le dites vous-même, tout est calme, seules les imaginations travaillent. On est en plein dans ce qu'on est en train de dire les uns et les autres, et vous, hein, les imaginations travaillent même devant l'inconnu qu'est le monde et ce qui arrive. Pas besoin de remonter aussi loin que la Renaissance. Moi, je pense à la Belle Époque, où on savait allier les grandes innovations technologiques, le design, ce qui nous a permis de voir naître la Tour Eiffel, les grandes expositions universelles, les bouches de métro, l'Opéra Garnier. C'est une période très inspirante et quelque part, c'est tout à fait conforme à ce que vous disiez, c'est-à-dire que la technologie amène le meilleur comme le pire, parce que quand on se fourvoie, on entraîne le pire et les guerres qu'on a connues. Donc c'est des périodes où on a pu voir le meilleur. La Belle Époque, elle s'est mal terminée. Les années folles, elles ont mal fini. C'est ce que je dis. Donc il y a les deux. Il faut prendre le meilleur et bien comprendre le pire. Et on voit bien que dans le moment qui nous anime, et si je peux me permettre d'aller un peu sur cette fracture de sens, où on a vu que c'était la plus grande fracture pendant la crise entre ceux qui se sentaient utiles tous les matins et ceux qui se sentaient inutiles. Et donc il faut bien faire en sorte que les grandes innovations ne créent pas le sentiment d'avoir des inutiles. Et c'est bien sûr là-dessus un immense projet ou un immense challenge collectif. Ma dernière question, est-ce qu'il n'y a pas un appel aux politiques parce qu'ils donnent le sentiment d'avoir du retard? Et oui, est-ce que le Covid finalement nous a aidés à rattraper les retards que nous avions, au moins dans le domaine de numérique, de l'e-commerce, des ventes en ligne, etc. Mais je le disais tout à l'heure sur le télétravail, hein, on télétravaillait très peu avant la crise, on télétravaille beaucoup après la crise, mais sinon un autre chiffre, on avait 30% de nos PME qui avaient un site internet, plus de 60% en Allemagne. Vous imaginez bien que depuis, on a largement rattrapé le retard. Ouais. Et alors les politiques, qu'est-ce que vous leur dites aux politiques? Continuez à soutenir à fond l'innovation et investissez sur les 4 grandes sécurités, c'est-à-dire la sécurité sanitaire, la sécurité agroalimentaire, la sécurité numérique et la sécurité environnementale. Merci. C'est ça notre avenir. Merci d'être venus tous les deux. On vous retrouvera, David Layani, à dimanche prochain, 17h, pour une nouvelle émission de Repères.
bonne soirée avec nous tous et surtout, excellente semaine.